Pour comprendre pourquoi la SNCF déraille, quoi de mieux que de se glisser dans la peau d'un voyageur? Sur une ligne qui défraie souvent la chronique, le Paris-Clermont-Ferrand. 420 km, 3h30 de trajet, en théorie. C'est l'une des pires lignes de France. Elle concentre bon nombre des problèmes rencontrés par la compagnie. Ici, tous les 3 jours, un train a au moins 1 heure de retard. Comme aujourd'hui. En raison d'un rail cassé à hauteur de Montargis, notre train ne pourra passer sur son parcours habituel. Un rail cassé, un problème technique d'envergure. Notre retard à l'arrivée est estimé actuellement à 45 minutes. L'Intercité vous présente d'ores et déjà tous ses excuses pour ce retard et la gêne occasionnée. Un détour de 200 km. Pour en savoir plus, nous allons voir le contrôleur. Nous n'avons pas d'autorisation de tournage de la SNCF. Il faut filmer discrètement. L'oreille cassée, vous en êtes aperçu aujourd'hui ou comment c'est possible? Tout à l'heure, apparemment, oui. La semaine dernière, il y a déjà eu un problème. Dimanche, c'est un problème de locomotive il y a 15 jours. Voilà. Donc il y a pas une semaine sans problème en fait. Non, quasiment. La semaine précédente, dans l'autre sens, les voyageurs du Paris-Clermont ont vécu un cauchemar. Bloqués dans le train en pleine nuit, alors qu'il faisait moins 5 degrés dehors. C'est l'alimentation électrique de la locomotive qui a dysfonctionné, laissant 700 passagers sans chauffage. La Croix-Rouge a dû intervenir pour distribuer des couvertures de survie. Nous sommes bloqués depuis plus de 4 heures. Donc pas de chauffage, toilette hors service, rien à boire, rien à manger. On prévoit une arrivée à Clermont à 4 heures du matin, après un départ de Paris à 19 heures, un vendredi soir, comme on en rêve tous. Leur calvaire durera plus de 7 heures. Et le nôtre est loin d'être terminé. Mesdames et messieurs, jusqu'à nouvel avis, merci de ne pas descendre du train. Maintenant, notre train s'arrête carrément. Donc là, on est en pleine voie, là. 15 minutes d'attente supplémentaire. Nous en sommes déjà à 1 heure de retard. Certains passagers commencent à craquer. C'est une 8e voyage. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, arrivant en gare de Moulins-sur-Allier. 8e, de suite. Celui qui se plaint auprès du contrôleur, c'est Jean-Luc. Ce cadre administratif vit en Auvergne et travaille à Laval. Il emprunte cette ligne 2 fois par semaine. J'ai le dernier sandwich, content de l'avoir eu. À cause du retard, il va encore rater la dernière correspondance pour Laval. Ça fait à peu près 2 mois et demi que j'ai pas eu un voyage normal quand j'ai pas dû prendre la voiture. J'ai pas eu un week-end qui s'est déroulé normalement. On est dans l'improvisation et dans de nouvelles aventures à chaque fois. Il est 20h20, je sais toujours pas où je vais dormir ce soir, par exemple. Il espère être sauvé grâce à cette nouvelle application de la SNCF. En cas de problème de correspondance, elle vous trouve une solution et vous prévient par SMS. Jean-Luc voudrait dormir à Paris et repartir le lendemain à Laval, mais il va déchanter. Ah, ça y est, j'ai peut-être le SMS. Alors j'ai le SMS là. Alors là, ça va être la galère. On me propose un départ à 23h59. L'appli lui propose un voyage invraisemblable. Elle l'envoie non pas à Laval, mais à Saint-Brieuc, en Bretagne, 170 km plus loin, pour une arrivée à 4h20 du matin. Là, Jean-Luc doit attendre une correspondance pendant plus d'1 heure, en pleine nuit. Là-dessus, je vais repartir en arrière avec un TGV à 5h35 pour une arrivée à 7h à Laval. La SNCF veut le faire voyager pendant 7 heures, plutôt que de l'héberger à Paris et de lui proposer le train du matin qui rejoint Laval en 1h20. Non mais, vous allez faire ça? Je vais aller voir le contrôleur pour voir si je peux passer la nuit autrement que dans des correspondances de train. Jean-Luc n'en revient pas. C'est très irritant. Ouais, je comprends. Hein. Je veux faire le tour de la France pour aller à Laval de nuit. Alors qu'avec une nuit d'hôtel à Montparnasse, je suis à 1h15 de Laval. Ouais, bien sûr. Alors que d'habitude, on payait la nuit d'hôtel. Ouais. C'est un truc qu'ils viennent de mettre en place. C'est peut-être encore en rodage. Je ne vous garantis pas qu'ils vont vous dire « Ok, monsieur, vous préférez la nuit d'hôtel ou vous faites la nuit d'hôtel » puisqu'ils vous ont trouvé une solution. Un nouveau logiciel qui parfois marche sur la tête.
Une ligne qui connaît des problèmes permanents. Les voyageurs n'en peuvent plus et ils ne sont pas les seuls. Car le Clermont-Paris révèle un malaise bien plus profond chez certains salariés de la SNCF qui en ont ras-le-bol. On était persuadés, parce que plus personne ne veut venir travailler à la SNCF. Quand vous aviez avant des mecs qui faisaient partie des brigades de nuit, d'astreinte, et ben quand vous aviez un train arrêté en pleine voie, on pouvait envoyer 10 bonhommes qui étaient à 1 heure de route. Aujourd'hui, on les a plus, ces gens-là. Vous, ça va, vous le vivre correctement, quoi. Je crois que je me suis blasé. On a appris à lâcher prise, en fait. On n'a pas le choix. Aujourd'hui, quand on me demande à l'extérieur ce que je fais dans la vie, je ne réponds pas. Ah ouais? Ah, mais la plupart, on a honte de dire qu'on travaille. Parce qu'on en prend plein la gueule. De son côté, pas question pour Jean-Luc de passer la nuit dans un train. Épuisé, il veut à tout prix dormir à l'hôtel. Mesdames et messieurs, notre train va entrer en gare de Paris-Bercy avec un retard d'1 heure et 10 minutes. Alors à peine arrivé, il se précipite pour être le premier à parlementer avec l'agent SNCF au bout du quai avant que le quota de chambres n'ait été distribué. Ce soir, il aura gain de cause. L'agent annule la proposition de l'appli. Jean-Luc dormira à Paris et prendra le premier train pour Laval le lendemain matin. Comme lui, chaque jour en France, 460 000 voyageurs n'arrivent pas à l'heure selon nos calculs. Ces naufragés du rail sont le casse-tête quotidien de la SNCF sur tout le territoire. Comme ici, en Nouvelle-Aquitaine. C'est la plus grande région de France, elle fait la taille du Portugal. De La Rochelle à Bayonne, en passant par Bordeaux. Chaque jour, 90 000 passagers circulent dans ces trains. Et ici aussi, il faut jongler avec les retards. Exceptionnellement, après des mois de négociations, l'entreprise nous a ouvert les portes de son centre de gestion du trafic régional. Le lieu est sensible. Nous nous sommes engagés à ne pas révéler où il se trouve. Accompagnés de la direction et du service communication, nous sommes autorisés à y rester 2 heures seulement, pleines de rebondissements. Tant pis, très bien, je vous remercie. Le 109, je le veux à l'heure. Ok. T'auras le 110 en retard. Benoît est le chef d'une équipe de 8 employés qui vont faire rouler 720 trains, l'œil rivé sur ce panneau. Il indique le taux de ponctualité, avec interdiction de descendre en dessous de 92%. Là, ça marche. 8h25, il sera pas là. Bon, toujours en recherche. Ça s'annonce compliqué quand même. Hein. Sa matinée commence mal. On a un accident de personnes en ce moment, là, avec 56 personnes à bord du train. Voilà. Donc on est en train de mettre des moyens de substitution pour les trains qui sont supprimés sur la ligne, parce que pour l'instant la ligne est fermée jusqu'à nouvel avis. Un homme s'est jeté sur la voie au sud de Pau, à la sortie de ce tunnel. La gendarmerie est sur place. Il faut évacuer les passagers. Nous sommes dans la recherche urgente d'un bus au départ de Buzy pour aller à Pau. 1 heure? Oui. Pour nous, ce serait parfait. Résultat, 1 heure d'attente pour les voyageurs. Et pour Benoît, ce n'est que le début des galères. Au même instant, à 300 km au nord, nouvel incident. Cette fois, dû à l'entretien du réseau. Il y avait du ballast sur la voie ce matin, donc on a les trains en retard en cascade. D'accord, donc on lui prévoit 15 minutes au départ. Hein. Du ballast, ces pierres qui soutiennent les voies se sont accumulées sur les rails. Elles empêchent les trains de circuler. Et ce n'est pas fini pour Benoît. Une autre mauvaise nouvelle l'attend. On a notre problème maintenant, on a un dérangement d'aiguille sur la ligne Poitiers-La Rochelle, sur une voie unique. Donc ça complique les croisements, donc forcément ça va mettre des trains en retard. Un aiguillage qui permet au train de changer de voie ne fonctionne plus. Cette fois, c'est l'état des rails qui pose problème. 2 TER et 1 TGV doivent passer. Benoît doit arbitrer. On passe d'abord un TER, le TGV juste derrière, en fin de compte. Eux, ils ont des correspondances en gare de La Rochelle. Voilà, c'est un choix en permanence. Voilà. Malgré ces choix, ce jour-là, quand nous quittons la salle, le chiffre de la ponctualité est tombé à 91%.
presque un train sur 10 n'arrive pas à l'heure. C'est en dessous de l'objectif fixé. L'une des raisons principales de ces retards dans toute la France, l'état du réseau. C'est l'un des plus vétustes d'Europe. Sur 28 000 km de lignes en France, 9 000, que l'on voit ici en bleu foncé, ont 40 ans d'âge en moyenne. Et dans certaines régions, c'est encore pire. Nous l'avons constaté de nos propres yeux. À Banassac-la-Canourgue, en Lozère, circule l'une des plus vieilles lignes de France, le Clermont-Béziers. Nous sommes dans une zone enclavée où le train est vital pour desservir le Massif central vers Paris et le Midi. Bon, on va aller faire un petit tour là. On va descendre là et voilà. Maurice est un ancien cheminot. Nicolas, lui, fait partie d'un collectif d'habitants pour la rénovation de la ligne. Ils sont inquiets et en colère. Car ici, on se croirait dans un musée du rail. Alors ça, c'est des rails, ça date des années 30 par là, un truc comme ça. L'état du pylône, vous, ça vous choque pas? Ah si. Ça a été posé à quel moment ça? En 1933. Un réseau presque centenaire. Ce n'est pas si rare. Près de 700 km de voies sont dans le même état en France. Voilà, tu vois, là, cette traverse-là, elle est fendue tout le long. Elle est bonne à changer, celle-là. Là aussi, là, il y a la traverse, il y a tout à changer, là. La traverse est pourrie partout. Posée en travers de la voie, la traverse est un élément crucial de sécurité. Elle maintient l'écartement et l'inclinaison des rails. Celle-là est à changer aussi. Elle est pourrie. Celle-là aussi. Celle-là aussi. Quand je vois l'état des traverses, une traverse se dit qui est bonne, c'est tout à changer. C'est urgent de la moderniser comme il faut. Ici, il y a bien des équipes de maintenance qui surveillent l'état des voies. Les pièces marquées de peinture verte sont censées être remplacées. Sauf qu'en attendant, les trains roulent toujours. Le boulon, là, qui commence à se soulever. Le boulon, voilà, il est plus assez fixé. Ça vient du bois qui est sûrement pourri et sûrement trop vieux. Ces grosses vis, appelées tire-fond, fixent le rail et les traverses. Certaines s'enlèvent à la main. Moi, je dis, c'est du sabotage. Ni plus ni moins, c'est que du sabotage. C'est un désastre. On est dans un pays qui a été un des premiers, peut-être au moins en Europe, à développer notre réseau ferré. Donc on était exemplaires. Aujourd'hui, je pense qu'on est exemplaire dans la catastrophe. C'est-à-dire qu'on est en mode survie. Cette ligne est en mode survie. Et pour couronner le tout, le système qui maintient les rails est au bout du rouleau. Ça, c'est des coins. Il y en a un qui est parti, là. Voilà, ça, c'est le coin. Ça sert à quoi, normalement? C'est ceux qui tiennent le rail. Voilà. J'en vois un deuxième, déjà. Où ça? Là, regarde. Si sur 20 mètres, il n'y a plus de coin, le rail peut s'écarter et le train passe à travers, quoi. On peut avoir un écartement de la voie et, et un déraillement, quoi. Le risque, c'est le déraillement. Quand le train arrive en gare, Maurice et Nicolas n'ont pas eu le temps de remettre tous les coins à leur place. Les accidents, c'est leur hantise, mais aussi celle de la SNCF. Et nous avons découvert que pour les éviter, l'entreprise publique n'a pas trouvé d'autre solution que de ralentir nos trains. Pour comprendre, il faut embarquer dans le prochain Clermont-Béziers. Nous avons rendez-vous avec Michel, le conducteur. Bonjour. Bonjour, c'est Paul. Il nous accueille sans l'accord de sa hiérarchie. Il faut rester prudent. Là, par contre, juste reculer. Ouais. Car ce qu'il va nous révéler, la SNCF se garde bien de vous le dire. Certains trains roulent de moins en moins vite. Conséquence, les temps de voyage ne cessent de s'allonger. Réglementairement, on m'annonce qu'il va y avoir une baisse de vitesse. Et là, il faut que OZ, c'est-à-dire zone,
je sois à 60. Nous venons de perdre 20 km/h. Pour réguler sa vitesse, Michel se réfère au manuel d'utilisation. Là, ici, à toutes les vitesses limites. Ok. Et pour cette ligne, ce n'est pas rapide. Si tu vas de Neussargues jusqu'à Talisa, tu roules à 80. De Andela jusqu'à Loubarès, c'est à 55. Et le pompon, c'est 50, c'est le plus bas de la ligne. Voilà. Là, à partir de là, on est à 50. Là, on est sur du rail très ancien. Ah oui, là, c'est la partie la plus pourrie. Un train limité jusqu'à 50 km/h. Et d'année en année, ces vitesses ne cessent de diminuer sur certains tronçons. Ici, le 60 qu'il y a après au Mont-Aubrac, on roulait à 75. C'est descendu de 15. Ah oui, oui. Voilà, c'est le Laurent à 55, je pense qu'avant c'était 75 ou 80. Ah ouais. Et pourquoi on baisse la vitesse? Si tu veux, la voie se dégrade. Et pour éviter de continuer à dégrader la voie, ben, tu réduis la vitesse. Et pourquoi? Ben, point de vue en termes de sécurité. Baisser la vitesse pour éviter l'accident. Depuis 30 ans, la durée du trajet entre Clermont-Ferrand et Béziers s'est allongée de 30 minutes. Une méthode devenue systématique sur tout le réseau ferroviaire dès qu'une voie est vieillissante. Selon nos informations, 3000 km de lignes seraient concernés. Des ralentissements dus à l'état du réseau, mais aussi à la densification du trafic ou aux travaux sur les voies. Résultat, c'est comme si toute une partie de la carte de France s'agrandissait. Paris-Cherbourg, plus 23 minutes. Paris-Clermont-Ferrand, plus 20 minutes. Bordeaux-Marseille, plus 53 minutes. Et cela concerne aussi d'autres grandes destinations, comme Nantes, Lyon, Nice ou Grenoble. Des voyageurs en retard, au personnel de la SNCF, l'état du réseau est au cœur de toutes les préoccupations. Alors posons franchement la question. Sommes-nous en sécurité lorsque nous prenons le train? Car des déraillements, c'est déjà arrivé. Notamment sur notre ligne Clermont-Béziers. C'était en 2006, à Saint-Flour, dans le Cantal. Le train est sorti de la voie à cause d'un rail cassé. L'accident fait 3 blessés. Le rapport d'enquête ne laisse pas de place au doute. La rupture du rail a été causée par l'éjection d'un coin qui rend inopérante l'attache du rail. Plus loin, le rapport précise que ce type de rail est hors d'âge et vulnérable au risque de déraillement. Depuis, la zone de l'accident a été rénovée, mais pas l'ensemble des voies de la ligne. Et 18 ans plus tard, des trains circulent toujours dessus. Les déraillements, dans le milieu du ferroviaire, rares sont ceux qui osent en parler. En région parisienne, à Vers, un homme a accepté de briser le silence. Olivier Mathieu, c'est le responsable de la sécurité au sein de la Deutsche Bahn, le concurrent allemand de la SNCF pour les trains de marchandises. Il n'en peut plus de subir les défaillances du réseau, notamment des aiguillages. C'est ce qui permet au train de changer de direction. Ici, le système est centenaire. Les employés de la SNCF actionnent les leviers à la main. Il a déjà fait face à 5 déraillements l'an dernier, dont un juste ici. On a eu un incident sur cette aiguille. Elle s'est mise à basculer au passage du train et du coup, ça déraille. Un wagon en milieu de rame a basculé en fait directement sur le rail à plat. Le train de marchandises roulait au pas, plus de peur que de mal. Mais plus inquiétant, ce système d'un autre âge est aussi utilisé sur le réseau voyageurs. L'aiguillage est d'ailleurs un problème d'ampleur à la SNCF. Selon un récent rapport, en France, sur 1500 postes d'aiguillage, un tiers sont très anciens et commandés à la main. Selon ses auteurs,
Cet archaïsme nuit gravement à la sécurité des infrastructures ferroviaires. Olivier Mathieu estime que ses équipes sont en danger. Selon lui, la SNCF tarde à rénover ses aiguillages. Ils n'ont pas les moyens, non, je pense pas, non. Financiers et humains, ils n'ont plus les moyens, c'est sûr. Ça peut avoir des conséquences sérieuses. Ce qui me vient en tête, malheureusement, c'est Bretigny. Nous, il n'y a pas eu de dégâts humains, mais personne n'est à l'abri, en fait. Bretigny, le cauchemar de la SNCF. C'est dans cette gare de l'Essonne, en région parisienne, qu'a eu lieu le déraillement le plus grave de ces 30 dernières années pour un train de voyageurs. Bilan, 7 morts et 70 blessés. La SNCF a été condamnée pour blessures et homicides involontaires. La justice a reconnu un défaut de maintenance sur le réseau. Un électrochoc pour l'entreprise qui ne recense depuis plus qu'une dizaine de déraillements chaque année, sans gravité pour les voyageurs. Car la compagnie a accéléré ses efforts sur la rénovation de ses voies. Désormais, ce sont 1000 km réhabilités chaque année. Souvent, grâce à ces trains impressionnants qui travaillent la nuit. Plus de 3 milliards d'euros sont dépensés sur le territoire chaque année, mais c'est loin de suffire. La France est même bonnet d'âne en la matière en Europe. Avec seulement 46 € investis par an et par habitant, contre 114 € en Allemagne, 187 en Grande-Bretagne et 450 en Suisse. Alors sur quelle partie du réseau cet argent va-t-il? Bonjour. Pour le savoir, nous avons interrogé Patrick Jantet, un ancien haut dirigeant de la SNCF. Il était en charge des investissements sur le réseau jusqu'en 2020. Et selon lui, ce sont les petites lignes qui ont été sacrifiées pour raisons économiques. On avait un problème de choix politique. D'un côté, un ministère des Transports, à l'époque, de mon époque, s'était développé des petites lignes avec les régions, qui voulaient qu'on renouvelle des petites lignes existantes qui n'avaient pas forcément une rentabilité évidente. Et de l'autre côté, un ministère des Finances qui disait mais avec quoi on va financer ça? Donc, en tant que patron des SNCF Réseau, pour être très clair, j'avais un côté qui me disait renouvelle, et l'autre côté qui me disait pédale de frein sur le renouvellement, en tout cas sur les plus petites de ces lignes. Et presque à chaque fois, ce serait Bercy qui l'emporterait. Car la priorité, c'est de faire briller le plus beau joyau de la SNCF, le TGV. Fleuron national, étendard du savoir-faire français depuis son inauguration en 1981, le train à grande vitesse fait la fierté du pays. Plus rapide, c'est vrai, mais revers de la médaille, il est aussi toujours plus cher. Selon l'INSEE, le tarif des billets a flambé de près de 20% en 3 ans. La SNCF assure de son côté qu'elle fait des efforts. Mais qui dit vrai? Nous avons enquêté sur la période la plus demandée de l'année, les congés de Noël. Il faut dire que certaines promesses de l'entreprise font rêver. 16 € le trajet sur 50 destinations, comme Lyon, Marseille, Paris ou Toulouse, pour des Ouigo, l'offre low cost du TGV. De quoi se chauffer pour partir, selon la SNCF. Pour vérifier si des voyageurs ont réellement payé ce tarif, nous sommes partis à leur rencontre. Le 23 décembre dernier, gare de Lyon, au départ d'un Paris-Lyon en Ouigo. Bonjour madame, excusez-moi. On fait une petite enquête pour savoir sur le prix des billets de train. Ah, c'est trop cher. 69 € pour aller là. Ok. Incroyable. Quand j'étais dans les... Ah ouais, non, 95. 95. Ok, d'accord. 99 €. 99, 2 fois. Ok, très bien. Bah, merci beaucoup. Vous trouvez ça cher ou normal ou qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de ce prix? Trop cher. On ne pense pas du bien. Je ne réponds même pas. Pour ces voyageurs, on est bien loin des 16 € promis dans la publicité. Alors tous ces petits prix ont-ils vraiment existé? La SNCF refuse de communiquer sur sa stratégie commerciale. Nous avons donc fait appel à un expert. Enseignant en économie et statistique, Thomas Delclit s'intéresse au prix des TGV depuis 10 ans.
Vous allez bien? Bonjour. Ouais. Pour tout savoir sur les billets de Noël, il a interrogé le site de la SNCF en continu grâce à un outil informatique pendant toute la période de vente et pour 6 lignes de TGV. Et tout ça mis bout à bout, cela fait une grosse base de données. La méthode de collecte, ça a été de récupérer toutes les 3 à 6 heures les prix pour ces 6 lignes. Donc sur la période de Noël, du 23-24 décembre, j'ai environ collecté 100 000 données qui correspondent à peu près à 80 000 prix. 100 000 données récoltées, et ce à partir de l'ouverture des ventes, le 4 octobre dernier. Depuis ce jour-là, Thomas a interrogé le site en continu. Il découvre les premiers billets à vendre vers 4 heures du matin. Et les prix sont étonnants. Par exemple, pour les trajets Paris-Lyon, les tarifs annoncés démarrent à 65 € pour les Ouigo et vont déjà jusqu'à 104 € pour les Inouïs. Les leftos n'ont pas été récompensés. Quand bien même la personne se lève à 4 heures du matin pour réserver son billet, elle peut déjà tomber sur 104 € qui en fait est le tarif maximum. Donc ça veut dire qu'on est déjà au tarif maximum à 4 heures du matin. C'est vrai que c'est un peu contradictoire avec une partie de leur politique de communication où ils annonçaient que si on se levait assez tôt, on aurait des tarifs bas. Quant à la publicité annonçant des tarifs à 16 €, notamment vers Lyon ou Marseille, Thomas est catégorique. Non, autour du 23-24 décembre, pour toutes ces destinations-là, non. On est à des tarifs qui sont nettement plus hauts. La seule exception que j'ai, c'est le Paris-Lille, beaucoup moins demandé. Selon les relevés de Thomas, les tarifs minimums au départ de Paris dépassent largement les 16 € promis pour presque toutes les destinations. 65 € pour aller à Lyon, 89 € pour Bordeaux, 69 € pour Marseille, 63 € pour Rennes et 35 € pour Strasbourg. Seuls les Paris-Lille sont accessibles avec un tarif à 10 €. Mais le plus surprenant, c'est que ces tarifs, déjà élevés, ne vont pas rester longtemps en vente. Certains augmentent au bout de quelques minutes à peine, comme pour ce Paris-Lyon. À 4h12, le premier tarif accessible, c'est 85 €. Ce tarif ne va rester en place que 32 minutes, car la récupération que je fais à 4h44 du matin, on est à 94 €. Et à nouveau, ce tarif-là ne restera disponible que 2h30 environ, parce qu'à 7h20, là, cette fois-ci, je suis à 104 € pour ce Paris-Lyon. Une question demeure. Ces premiers prix, qui disparaissent si vite, beaucoup de voyageurs en profitent-ils? L'entreprise ne communique jamais sur cette donnée. Mais notre sondage en gare, lui, nous a donné une indication. 85, 2, 3, ok. Pour ce Paris-Lyon, en Ouigo, nous avons constaté 7 tarifs, de 65 à 99 €. 65, je note. Merci. Le billet, 99 €. 99 €, ok. 99 €. 99 €, exactement. Ouais, on va, j'y vais, 99 €. 99, voilà, comme tout le monde. Hop. Ouais. En tout, nous avons interrogé 89 voyageurs, soit 7% des passagers du train. Alors, on compte les réponses? Ouais, très bien. Seuls 3 ont payé 65 € et 46 ont payé 99 €, soit presque 50% de notre panel. Beaucoup de billets à vendre au tarif maximum et très peu au tarif minimum. Et nous n'avons trouvé aucun voyageur ayant bénéficié des tout petits prix affichés sur le site de la compagnie. Si les tarifs du TGV dérapent, c'est notamment parce que la demande est trop forte par rapport à l'offre. Beaucoup de trains sont complets, il manque des TGV. Et la raison de cette pénurie a de quoi révolter. Patricia Perren connaît très bien les coulisses de la SNCF pour y avoir travaillé 3 ans au service des études économiques. Elle est catégorique. L'entreprise a volontairement réduit le nombre de ces TGV en circulation. Pour le prouver, elle s'est plongée dans la documentation spécialisée de la compagnie. Dans ces documents-là, vous avez un recensement de ce qu'on appelle le matériel moteur. Dans les premières pages, vous avez le parc TGV et donc des données. Elle a établi ce constat en comptant tout simplement le nombre de TGV en circulation.
Donc là, en différentes couleurs, vous voyez les différentes catégories de rames. Là, c'est les Sud-Est, Atlantique, Réseau, Duplex. Des TGV Sud-Est mis en service dans les années 80. Aux Euroduplex, les plus récents, Patricia les a tous recensés. Son constat est implacable. Leur nombre ne cesse de baisser depuis 10 ans. Le pic, il est atteint en 2012, avec donc 473 rames. Et donc aujourd'hui, il en reste 367. C'est quand même très sensible. On a une baisse de l'ordre de 22%. Ça, c'est le chiffre. Donc il y a un déficit de rames. Pour que son analyse soit incontestable, Patricia ne s'est pas arrêtée là. Elle a même été jusqu'à compter le nombre de sièges disponibles dans chaque train. En gros, il y a 30 000 sièges de moins à la vente aujourd'hui qu'il y en avait il y a 10 ans. Et ça a une conséquence pour les prix, parce que vu que le prix dépend de la demande, s'il y a moins de sièges, les trains sont plus pleins, et comme les trains sont plus pleins, ils sont plus chers. Au fil des années, la SNCF a donc envoyé à la casse près d'un TGV sur 4 sans le remplacer. Et si l'entreprise a pris cette décision, c'est parce qu'elle a commis une erreur stratégique il y a presque 10 ans, en prédisant une baisse du chiffre d'affaires dans son rapport financier. L'équilibre économique reste durablement fragilisé, avec notamment l'accélération du low-cost aérien, la baisse du prix du pétrole et le covoiturage. En conséquence, l'entreprise annonce radier des TGV pour une valeur de 2,2 milliards d'euros. Cela représente près de 80 rames. La SNCF a manqué de clairvoyance. Le nombre de voyageurs du TGV n'a jamais baissé, au contraire, il explose aujourd'hui. Et le problème, selon Patricia, c'est qu'avec cette décision, certains trains ont été mis à la casse trop tôt. Notamment la deuxième génération de TGV, les Atlantiques. Une rame de train, ça dure entre 30 et 40 ans en principe. Voilà. Donc j'ai fait les calculs. Les rames Atlantiques, c'était 25 ans de moyenne d'âge au moment de la radiation. Donc on a des rames qui sont parties au rebut significativement en dessous des 30 ans. Et c'est vrai que ça pose question. Il faudrait que SNCF Voyageurs puisse expliquer pourquoi ce matériel qui n'avait que 25 ans de moyenne d'âge, il était envoyé à la casse. Alors que sont devenus tous ces TGV qui auraient pu rouler plus longtemps? Nous partons à leur recherche. Il faut arpenter les gares de triage de la SNCF où sont garés les trains qui ne servent plus. En région parisienne, on retrouve une pièce de collection, le tout premier TGV, numéro 1. Mis en service il y a 43 ans, aucun regret de ne pas le voir rouler. En Normandie, 3 TGV Est, radiés après une trentaine d'années de service. Cela aurait peut-être pu faire quelques années de plus. Finalement, c'est au nord de Lyon que nous découvrons le poteau rose. Ici, stationnent une cinquantaine de TGV de tous âges. Le site est celui d'une entreprise de désamiantage chargée de démanteler les TGV mis au rebut. Elles sont là, les fameuses rames Atlantiques. Trop longtemps restées sans rouler, elles sont aujourd'hui devenues inutilisables. Gilles Dansart est un expert du ferroviaire. Il a longtemps enquêté sur ce sujet des TGV. Ça, c'est plutôt des Atlantiques, mais... Il affirme que tous ces trains mis à la casse, ce n'était pas une simple erreur de stratégie de la SNCF, mais un acte délibéré. Sur ces rames-là, il y en a qui auraient pu circuler encore 5 à 10 ans. On se dit, c'est quand même un certain gâchis. Ça n'était pas par hasard. C'était une stratégie de récupérer des bénéfices. Mais c'est allé beaucoup trop loin parce que cette tension va générer des prix très élevés pendant de très longues années. On a un peu insulté l'avenir en faisant un choix qui était très financier, économique. Des TGV encore en état de circuler, envoyés au rebut, et d'autres qui roulent encore, mais pas chez nous. Ces trains qui manquent au marché français, nous avons aussi retrouvé leurs traces à plus de 1000 km de Paris, à Barcelone, en Espagne. Depuis que le marché ferroviaire européen est ouvert à la concurrence,
La SNCF a lancé une offre Ouigo dans tout le pays et elle y a envoyé des trains en parfait état de marche pour la liaison Barcelone-Madrid. Patricia Perren, notre experte des TGV, l'emprunte pour la première fois. Son œil aguerri ne manque pas le numéro du train qui permet de connaître son histoire. Cette tram, c'est le numéro 816, c'est indiqué là sur la porte. Elle a roulé en France entre 2015 et 2021 avant d'être transférée en Espagne. Ce TGV roulait bien en France avant d'être transféré ici, il y a 2 ans. Ils ont changé la couleur, mais sinon, on retrouve bien le numéro. Et c'est loin d'être le seul. Comme à son habitude, Patricia les a comptés. Il y a 14 rames qui ont quitté la France, donc 14 rames, c'est un peu plus de 7500 sièges. Ça commence à faire pas mal de monde, surtout dans un contexte où il y a une vraie pénurie de trains en France. Encore 7500 sièges de moins pour le marché français. De quoi faire monter les prix encore un peu plus. Évidemment, les 14 rames n'auraient pas tout changé, mais on ne peut pas s'empêcher de penser que ça aurait quand même aidé. On manque de rames en France, on voit ces rames en Espagne, et du coup ça brouille un peu le message d'entreprise de service public. C'est du coup en termes d'image, c'est sûr que c'est très moyen. Les Espagnols, eux, n'ont pas à se plaindre. Leur Ouigo ne ressemble pas vraiment au nôtre. Très belle première. On a un siège extrêmement large là en première classe, c'est sûr que c'est des rames qui sont modernes et ça se voit dans le confort intérieur. Une première classe, cela n'existe pas dans les Ouigo français, tout comme le wagon-bar. Les Espagnols ont un peu de chance par rapport aux Français parce que dans les Ouigo, ils ont la chance d'avoir une voiture bar, alors que dans les Ouigo en France, on n'a pas ça parce qu'on a privilégié le nombre de sièges et la rentabilité. Et pour ce niveau de confort, les passagers n'ont même pas payé cher. On a eu un très bon prix. 30 €. Nous, on a payé à peu près 20 €. La SNCF ne cesse de développer son offre Ouigo vers l'Espagne. Elle dessert déjà une dizaine de villes et vient d'obtenir l'autorisation de rallier une nouvelle destination vers Valladolid. D'autres TGV pourraient bien quitter la France. Et les prix des billets français, eux, continuaient d'augmenter. Une chose est sûre, le TGV est plus que jamais la machine à cash de la SNCF. En 2023, les trains de voyageurs ont rapporté plus de 2,5 milliards d'euros avant impôt. Car depuis 2018, l'entreprise publique est programmée pour faire du bénéfice. À sa tête, une direction générale qui chapeaute 5 filiales, avec notamment SNCF Voyageurs pour les transports ou SNCF Réseau qui gère les infrastructures. Patrick Jeantet, l'ancien haut dirigeant de l'entreprise, a présidé la filiale Réseau pendant 4 ans. Il avait des objectifs très clairs. On a une structure de société anonyme avec un capital détenu à 100% par l'État. Et l'État actionnaire attend un certain niveau de rentabilité sur ces capitaux investis dans la SNCF. C'est-à-dire que vous ne devez développer que des projets entre guillemets rentables. Ça, c'est un changement important. L'exigence de rentabilité. La SNCF n'a plus le choix, elle doit faire du profit, quitte à parfois se mettre à dos ses plus gros clients. Vous ne le saviez pas forcément, mais ceux qui donnent le plus d'argent à la SNCF, ce sont nos régions. Elles payent cher pour faire circuler nos trains du quotidien, les TER. 9 milliards d'euros chaque année pour tout le territoire. Malgré ces investissements, certaines régions estiment ne pas en avoir pour leur argent. Et souvent, ce sont les usagers qui trinquent. Comme Morgane, une jeune professeure de français. Quand elle approche de sa gare, elle n'est jamais très sereine. Chaque jour, elle qui habite Bordeaux se rend à son collège, à Pauillac, à 50 km. Sa région, la Nouvelle-Aquitaine, débourse 350 millions d'euros chaque année pour qu'elle puisse voyager en toute tranquillité. Et pourtant... Tous les matins, on a une boule au ventre quand on arrive à la gare parce qu'une fois sur deux, il y a retard, suppression. C'est assez anxiogène de prendre le train en ce moment. Défaut d'alimentation électrique, heure d'un train à un passage à niveau, le service de la SNCF n'est pas au rendez-vous ce jour-là.
Les retards sont nombreux, jusqu'à 1h30 en provenance de Tarbes. Morgane, elle, espère passer entre les gouttes. Son train est prévu à l'heure, il doit partir à 8h58. Mais finalement... 8h59, on n'est toujours pas parti. Le conducteur vient d'arriver, donc il est dans la cabine, il va faire tous les réglages et on va partir automatiquement en retard. On part tout le temps automatiquement en retard avec ce train-là. Mardi dernier, on a eu 55 minutes de retard. On est resté coincé dans le train. Et ça, c'est vraiment quotidien. Et là, on part. Ça y est. Donc on part à 9h02. Ça va, 4 minutes de retard. Morgane respire. Elle sera peut-être à l'heure, contrairement à d'habitude. Ça, c'est sur 3 jours, que des notifications de retard de train. Votre TER est supprimé, supprimé, supprimé. Ça devient un enfer de prendre le train en région Nouvelle-Aquitaine. Sa hantise, c'est d'arriver au collège après ses élèves. Mes élèves se moquent de moi gentiment, ils me disent « Mais madame, vous allez être collée, vous allez avoir des retards. » Parce que moi, quand ils arrivent en retard, je leur dis ça. Et c'est là que ça devient aussi problématique, c'est que nous, on ne peut pas assurer notre rôle de professeur si nous-mêmes on arrive en retard 1 fois sur 2. 20 minutes après le départ, le train de Morgane s'arrête. L'angoisse remonte. Le train vient de s'arrêter. Inopinément. Donc peut-être qu'on va repartir dans pas longtemps, mais... Nous vous invitons à rester à bord, à ne pas ouvrir les portes et à... Morgane n'est pas la seule à vivre cette galère au quotidien. Je suis venu en avance, parce que j'ai pas cours là. Ah oui. Nicolas, son collègue prof d'histoire géo, a fini par prendre une mesure de précaution. Partir 2 heures à l'avance à chaque fois qu'il a cours. Ah, on va partir. Encore 10 minutes de perdu. Ce jour-là, ils sont 4 profs à se rendre au collège et tous ont un peu le blues. Oh, il y en a marre là. Là, c'est le summum là. Déjà, en 8 semaines de cours, j'ai loupé 3 heures. À cause des retards? Et j'essaye de les recaser pour les élèves. Ouais. Du coup, je m'excuse auprès des parents. Morgane estime qu'elle aura au minimum 15 minutes de retard. Collège Pierre de Belel, bonjour. Oui, bonjour. Je vous appelle pour vous dire que je vais être un peu en retard à cause du train. Je note. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Heureusement pour le petit groupe, le train ne s'arrêtera plus ce matin-là. Il leur faut quand même hâter le pas pour rejoindre l'établissement. Oui, train du soir. Ah, ils sont dans la cour. Ah, ils sont dans la cour. Ils sont dans la cour. Ce matin, 3 classes du collège n'auront que 40 minutes de cours au lieu d'1 heure. Le principal est le premier à subir les manquements de la SNCF. On perd des heures, ça c'est certain. On est habitué depuis des années à avoir ce problème de train. C'est un handicap. Mais je ne peux pas demander aux enseignants de déménager et de venir habiter ici. La ligne de Morgane n'est pas la seule à poser problème dans la région. Plusieurs autres sont parmi les moins ponctuelles de France. À tel point que l'an dernier, la Nouvelle-Aquitaine a haussé le ton, en menaçant carrément de ne plus payer ce qu'elle doit à la SNCF. Et ce n'est pas une exception en France. Vous allez voir qu'entre les régions et l'entreprise publique, la confiance est bien souvent rompue. Comme dans les Hauts-de-France. Jusqu'à l'an dernier, on détenait ici un triste record. De Calais à Beauvais, en passant par Béthune, Arras et Lille, plus de 9 millions de trains en retard sur une année. Le Conseil régional verse pourtant plus de 500 millions d'euros par an et il s'estime lésé. Pour savoir où va son argent, la région emploie une méthode inattendue. Elle envoie des espions sillonner ses TER. Nous avons suivi l'un d'entre eux. Nous l'appellerons Antoine. Il a 28 ans. Son métier, enquêteur mystère. Un enquêteur mystère, c'est vraiment l'idée de se mettre dans la peau d'un voyageur lambda et d'apporter un constat et non un jugement. On est assermenté et agréé, donc c'est quand même un poids dans nos déclarations. Et pourquoi ils vous emploient? Pour améliorer le service, pour constater là où vont les subventions. Pour établir ces constats, Antoine se base sur le cahier des charges imposé à la SNCF par la région. Comme la propreté des quais. Donc là, on dirait que j'ai quelqu'un qui a marché dans une déjection. Et sa consigne est claire,
ne rien laisser passer. Je vais le prendre discrètement en photo. Propreté, état du matériel, comportement et tenue du contrôleur, Antoine a une centaine de critères à vérifier. Là, on va faire notre petit contrôle. Je vais regarder si l'équipement fonctionne. Là, on n'a pas de savon. Et très peu d'eau, quoi. Vraiment très peu d'eau. C'est un infime filet pour se laver les mains. C'est une non-conformité. Après le matériel, c'est au tour de la contrôleuse d'être contrôlée sur sa capacité à renseigner l'usager. Je vais lui poser une petite question au bateau. Jean-Madame, excusez-moi, quelle heure on arrive à Béthune, s'il vous plaît? 14h42. D'accord, ça marche. Je vous remercie, c'est gentil. Là, on a bien l'annonce de bienvenue et de départ, donc c'est nickel. Pour chaque voyage, Antoine établit un rapport qui sera transmis au Conseil régional et à la SNCF. À la fin de l'année, un taux de conformité est calculé. La SNCF risque des pénalités qui peuvent atteindre plusieurs dizaines de milliers d'euros. Plusieurs traces de déjection sont présentes sur le sol du souterrain et les voies sont globalement propres. Rien ne nous échappe. Non, on n'a pas le droit justement à laisser passer, quoi. On n'est pas là non plus pour faire des cadeaux. Antoine a relevé 2 non-conformités sur ce trajet. Il s'attaque maintenant à un gros morceau, le guichet de la gare Lille-Flandre. J'ai noté notre heure d'arrivée, 16h14, pour voir le temps que ça prend. Là, il y a plusieurs guichets, donc si jamais il y avait plus de 10 minutes au niveau du temps d'attente, ce serait une non-conformité. Ça pourrait entraîner des pénalités. La SNCF s'est engagée sur un temps d'attente maximum de 10 minutes pour ces guichets. C'est mal parti. On arrive à 16h14, il est déjà 16h23, donc je pense qu'on sera au-dessus de 10 minutes, là, ou tout juste. Antoine va être pris en charge à 16h24. La conformité est tout juste respectée. Mais il doit encore vérifier quelque chose. Bonjour madame, je voulais savoir si vous aviez la fiche horaire des trains qui font les allers-retours Lille-Lens par hasard. Pour ceux qui n'auraient pas Internet, la SNCF est tenue d'imprimer les fiches horaires détaillées de ces lignes. Mais là, ça coince. C'est en ligne, ça. Ouais, vous n'avez pas du tout la possibilité. Je voulais montrer, mais les imprimés... Non, parce que je sais que ma grand-mère n'a pas Internet, du coup elle demande les fiches complètes et on lui donne des fois. Pour ne pas se faire repérer, Antoine joue le petit-fils modèle. C'est un peu compliqué. Ouais, je vois ça, ouais. Finalement, la guichetière va imprimer une fiche horaire, mais sans le détail. Bah c'est gentil, je vous remercie. Au revoir. C'est bon et pas bon, parce que j'ai quand même eu des horaires, mais pas l'information que je voulais dès le départ. Moi, je voulais vraiment la fiche horaire détaillée. Donc conforme. Antoine n'est pas seulement là pour vérifier la qualité des infrastructures ou l'accueil du personnel SNCF. En tant qu'agent assermenté, son constat a valeur de preuve pour les retards ou suppressions de trains. Et ici, il a du travail. Donc Hirson à 16h05, il est supprimé. Le train qui arrive de Calais-Ville à 17h05 a été supprimé à son départ. Donc là, il y a le train à destination d'Arras au départ de Béthune à 17h07 qui est signalé supprimé. Cette fois-ci, aucun motif n'est indiqué pour la suppression du train. C'est pourtant obligatoire. Antoine doit demander lui-même au guichet. Excusez-moi, j'ai vu que le train à destination d'Arras à 17h07, il était supprimé, mais je ne l'ai pas sur l'appli, il n'y a pas de motif. Ma collègue va les demander. Ouais. Pourquoi pas de contrôleur. D'accord, ok. Bon, bah ça marche. Ça suffit pour le supprimer? Oui, parce que c'est à sécurité. Donc s'ils ne trouvent pas de remplaçant... Et la raison invoquée par l'agent sur ce manque de contrôleurs ce jour-là est surréaliste. Là, comme tout le monde, tous nos congés, on doit les liquider pour le 31 décembre. Donc là, c'est pas la bonne période. Au niveau personnel, c'est avec Carac, là, chez nous. Bon, bah merci pour l'info. Bonne journée, au revoir. Le manque de personnel, c'est un sujet ultra sensible à la SNCF, et particulièrement dans les Hauts-de-France. C'est pour cette raison qu'au Conseil régional, un homme est entré en guerre contre l'entreprise publique pendant plus de 2 ans, Franck Dersin. À l'époque, il est l'élu en charge des transports. Il s'estime victime des pratiques de la SNCF. Il y a beaucoup de mystères avec la SNCF. Et donc, ça n'était plus supportable pour nous de ne pas connaître la réalité du transport des usagers. Agir pour ne pas subir. C'est devenu la règle après une déconvenue qui leur a servi de leçon.
En 2022, la SNCF fait une annonce choc à Franck Dersin. Ils se sont réveillés un matin en nous disant « Ah, nous sommes désolés, mais il manque 68 conducteurs. Nous allons devoir supprimer 17% de vos trains. » Aussi incroyable que ça puisse paraître, la SNCF, en tout cas en Hauts-de-France, n'avait pas pensé qu'il fallait, suite au départ en retraite d'un certain nombre de conducteurs, recruter de nouveaux conducteurs. Faute de conducteurs, le service des TER s'est dégradé. Franck Dersin se penche alors sur le contrat signé avec l'entreprise. La convention TER détaille les obligations de chacun, et notamment les pénalités payées par la SNCF si elle ne tient pas ses promesses. Pénalité pour train en retard, pénalité pour non-respect de la composition du train, pénalité pour annulation, suppression. 600 € par train supprimé, plus 3,14 € par kilomètre non parcouru. La convention semble annoncer une facture salée pour la SNCF. Mais ce que découvre l'élu régional va le révolter. Une clause précise que ces pénalités sont plafonnées. Elles ne peuvent pas dépasser 1 900 000 € par an pour les suppressions de trains. On s'est aperçu qu'au bout de 3 mois, on avait atteint le plafond des pénalités tellement le service était mauvais. Et donc, sur les 9 mois qui restaient de l'année, la SNCF pouvait faire des trains en retard, ne rien respecter, elle ne payait plus de pénalités. Donc, c'était intolérable. Après 4 mois d'épreuve de force, la convention a été renégociée. Le montant des pénalités a triplé et il n'y a plus de plafond. Grâce à cela, le service s'est grandement amélioré. Mais ce cas des Hauts-de-France soulève une question plus profonde. La SNCF prendrait-elle délibérément des engagements intenables? En Île-de-France, nous avons rendez-vous avec un cheminot qui en est persuadé. Il opère sur le RER B, une des lignes franciliennes les plus fréquentées. Près d'1 million de voyageurs par jour, elle traverse la région du nord au sud. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Bonjour, merci de m'accueillir. Jérôme veut rester anonyme car il n'a pas l'accord de sa hiérarchie pour parler. Le train qu'il conduit est en service depuis 43 ans. Et ça se voit. Là, vous voyez, la porte, elle vient de s'ouvrir toute seule. Comme c'est des vieux trains, si vous pouvez la reclaquer, il faut claquer fort. Il faut vraiment y aller. S'il a accepté de nous embarquer à bord de sa cabine pour témoigner, c'est parce qu'il est excédé par les méthodes de sa direction. Selon lui, elle promettait toujours plus à son client, la région, sans pouvoir assumer. Le dernier plan de transport qui a été demandé par Mme Pécresse, qui a dit « je vous donne plus d'argent, mais il faut faire plus ». Dans les bureaux, nos dirigeants ont dit « oui, oui, pas de problème, on va le faire ». Ils ont sorti un plan de transport très ambitieux. Ils ont dit « regardez, tout passe bien, c'est super, sur le papier, tout est nickel ». Et je pense qu'il n'y a pas eu une journée où tous les trains prévus ont roulé, quoi. Ça n'arrive jamais, quoi. Et le manque de ponctualité est tel que la région a même commandé un audit extérieur l'année dernière sur le RER B. Parmi les causes pointées, un matériel vieillissant, des travaux en cours. Mais selon le cheminot, il y aurait encore une autre raison, le manque de personnel. Théoriquement, quand on regarde la feuille de l'effectif, il y a, je sais pas, admettons 100 conducteurs, sauf qu'ils disent, bah regardez, il faut 100 conducteurs, il y a 100 conducteurs, donc tout va bien. Sauf que sur les 100, il y en a qui sont en formation, il y en a qui sont malades, il y en a qui sont inaptes, et ils sont toujours compris dans l'effectif. Sur 100 conducteurs, il y en a réellement 90 qui peuvent conduire. Mais officiellement, il y en a 100. Le RER B affiche aujourd'hui une ponctualité de 85%, l'un des pires scores de France. Pour les voyageurs du quotidien, cela signifie plusieurs retards chaque semaine. Je pense aux voyageurs du quotidien qui vont travailler et qui en pâtissent. Beaucoup de gens râlent, mais bon, je les comprends. Ceux qui prennent la ligne B tous les jours, franchement, je leur tire mon chapeau. Les méthodes de la SNCF vont coûter cher à la région. Défaillance oblige, elle va rembourser les usagers d'une partie de leurs abonnements pour l'année 2023. Quant aux salariés, ils restent toujours sans réponse sur la question des effectifs. Et quand les cheminots sont en colère, ils le font savoir. Une grève à la SNCF perturbera demain l'ensemble du réseau. Une grève SNCF, je vous le rappelle, va perturber le trafic. Cela fait des décennies que l'histoire se répète.
Des grèves qui paralysent le pays et laissent des millions de voyageurs à quai. Vous partez parce qu'il faut qu'on soit à Paris. On est désolé, mais on doit être à Paris. Merde! Bloqués pour aller au travail ou en vacances. Et c'est souvent le cœur des voyageurs qui parle. Ils font chier la SNCF, quoi. Pardon. Moi, je dis stop la SNCF. Il y a quelques semaines, ce sont les ponts du mois de mai qui étaient menacés. Ils ont été sauvés in extremis, grâce à un accord sur les fins de carrière. À la manœuvre, cette fois-ci, les contrôleurs. L'un d'entre eux a accepté de nous montrer la réalité de son travail. Il souhaite rester anonyme. Selon lui, la compagnie ne prend pas en compte la difficulté de son métier. Ces escabeaux sont amovibles, ça nous permet d'évacuer les voyageurs. Bon, on doit vérifier qu'ils sont bien présents. La sécurité, c'est sa première mission. À bord du train, ils sont 2 pour prendre en charge la totalité des voyageurs. En étant 2 à bord, on doit s'occuper de 550 personnes, contrôler, gérer en cas de problème, orienter, renseigner. Donc on n'a plus qu'à espérer que ça se passe bien. Et ce matin, le train n'est même pas encore parti, qu'il y a déjà des problèmes. Vous aviez 126? Ouais, elle n'existe pas. Elle n'existe pas? Ouais. Dites-moi. J'ai un numéro qui n'existe pas en fait. Le TGV livré en gare n'est pas celui qui était prévu au départ. Avec ce changement de dernière minute, certaines places ne correspondent plus. La voiture est bonne, mais c'est les places qui correspondent. Oui, oui, mais parce qu'en fait, ils ont changé de matériel. Asseyez-vous pour l'instant. Si vous voulez une place de libre, vous vous installez. On va gérer, on va improviser. Tout le monde voyagera assis. C'est ce qu'il espère en tout cas. Pas sûr qu'il puisse tenir la promesse faite aux voyageurs. Elle n'existe pas. Je vais appeler parce que je pense comprendre ce qui se passe. À l'autre bout du fil, le centre de régulation du trafic. Oui, bonjour, c'est les contrôleurs. Apparemment, il y a eu un changement de rame. Est-ce que tu peux me dire exactement combien on a de clients là? Le train est complet. Donc on va avoir une quarantaine de personnes sans place assise en fait. D'accord. À la base, il restait... La nouvelle rame de TGV a moins de place que celle prévue à l'origine. Comme vous l'avez remarqué, nous avons un petit problème de matériel. 40 passagers vont devoir voyager debout. Pas sûr qu'ils apprécient. Et c'est le contrôleur qui va devoir leur faire face. Il va falloir que l'on gère, que l'on fasse des grands sourires à tout le monde. On va essayer d'adoucir le voyage. Je vais peut-être leur faire des claquettes, je sais pas. Bonjour. Donc là, du fait qu'on ne trouve pas nos places, monsieur. C'est parce que c'est pas le même matériel. Je trouve fabuleux le truc là. Ah oui, oui, non mais je suis en fait... C'est pas après vous. Oui, non mais j'ai bien compris, monsieur. Avec ses 20 ans d'expérience, il en a vu d'autres. On y va? On y va, allez. On va placer tous ces gens sympathiques. C'est une bonne matinée, une parmi tant d'autres. On va arriver à trouver des places. Bonjour, 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 j'arrive. On arrive, on arrive. Bonjour, j'imagine qu'il y a quelqu'un installé? Oui, ici, oui. Là, et là aussi? Ouais. Il y a quelqu'un, d'accord, allez. Ok, super. C'est le bordel, comme d'habitude. La li. Alors en bas, c'est plein. Là aussi, c'est plein. Là aussi, c'est plein. On va regarder dans les autres voitures. Bonjour, j'imagine qu'il y a quelqu'un? Non. Non. Bah, qu'il y a un chat. Il y a un chat? Non, il n'y aura pas de chat, c'est sûr. Il y aura quelqu'un. Il y a 2 places là, et 3 en bas. Allez-y, installez-vous. Installez-vous. Même si le voyage est inconfortable pour une partie des voyageurs, messieurs, dames, bonjour. Contrôle des billets, bonjour. il lui faut passer par la case contrôle. Avec son collègue, ils doivent impérativement vérifier les billets d'au moins 60% des passagers. Allez, c'est réglé, merci. À Noël 2022, les contrôleurs avaient obtenu d'avoir 2 agents par rame pour remplir toute leur mission. Merci. Bonjour. Allez, merci bien. Bonjour. C'est presque systématique aujourd'hui, mais leur colère n'a pas disparu. C'est un autre combat qu'ils mènent. Regardez, ça c'est ma fiche de paye. Son revenu net s'élève à 3 400 € environ ce mois-ci. Mais ce n'est pas son niveau de rémunération qui lui pose problème, c'est le calcul de sa retraite. Elle ne prend pas en compte la plupart de ses primes. Mon salaire à l'heure actuelle, c'est 2 200 € brut par mois. Le reste, ce sont les primes. Déplacements, travail de nuit, horaires décalés, jours fériés. Elle représente plus de 25% de son revenu mensuel.
samedis, etc. Mais ces primes ne comptent pas pour la retraite. Vous entendez? Il est là le nœud du problème en fait. C'est scandaleux. Qui accepterait ça dans le privé ou dans n'importe quelle entreprise? Donc on veut que ces primes qui ne comptent pas pour la retraite soient englobées dans le calcul de notre retraite. Allez, c'est parti. Malgré un accord signé avec la direction, les voyageurs ne sont pas à l'abri de nouvelles contestations à l'approche des Jeux Olympiques et des vacances d'été. On sait très bien que ça embête les gens, les grèves, on est d'accord, hein? On n'est pas fous, hein? Et ça nous fait pas plaisir d'en faire des grèves. Prenez une boisson au bar, c'est pour moi. Vous allez boire un coup sur le compte de la SNCF. Mais le poids de la grève a parfois des conséquences insoupçonnées sur nos voyages au quotidien. Ces fameux trains en retard, annulés, supprimés à la dernière minute, auxquels nous sommes souvent confrontés. Il peut s'agir d'une panne, d'un conducteur malade, d'un problème de travaux. Mais il peut arriver aussi que ce soit un employé qui fait la grève tout seul. On vous explique comment. C'est une particularité de la SNCF. Depuis la loi sur le service minimum, les syndicats ont l'obligation de prévenir d'une grève 15 jours à l'avance. Pour répliquer, ils ont posé un préavis de grève permanent, ce qu'on appelle un préavis dormant. Le préavis dormant, c'est un préavis sur une très longue période, 1 an voire plus, qui permet aux syndicats de dire aux salariés qui veulent se mettre en grève de façon rapide, allez-y, vous serez couverts juridiquement. C'est une façon de dire, de toute manière, quoi que vous fassiez, nous on assurera une permanence de cette idée de grève à la SNCF. Le problème, c'est qu'il peut arriver que des salariés en abusent pour des raisons personnelles. Effectivement, un salarié peut se targuer de se mettre en grève au nom d'un préavis de grève dormant quand on n'a pas envie de prendre son poste. En clair, le cheminot peut s'abriter derrière un préavis officiel pour déclencher une grève individuelle pour convenance personnelle. Nous avons demandé son avis au contrôleur en colère. Certaines personnes peut-être utilisent ce moyen-là. La grève individuelle. Oui, peut-être, mais comme dans le privé, vous avez les gens qui se mettent en maladie, vous savez. Voilà. Une pratique pas si courante, mais le contrôleur a une explication. Il faut se poser la question, pourquoi certaines personnes se mettent en grève? C'est qu'au bout d'un moment, il y a un malaise quelque part dans l'entreprise. Un personnel attaché à ses acquis et à ses droits, un réseau qui souffre d'années de retard d'investissement, une exigence nouvelle de rentabilité, tout en assurant un service public essentiel aux Français. Pas facile aujourd'hui d'être le patron de la SNCF. D'autant qu'il faut aussi faire face à des usagers prêts à tout pour sauver leur train. À Vic-le-Comte, dans le Puy-de-Dôme, c'est le combat d'une femme. Stéphanie Picard est économiste. Elle travaille à Paris, à 500 km de chez elle, et fait chaque semaine l'aller-retour en train. Sur le papier, 4 heures dans chaque sens. Il est 4h48, donc là à 5h05 je vais partir pour avoir le train direct sans arrêt qui va à Paris, qui part à 5h55, et donc j'arriverai à 9h. Si tout va bien, voilà. Stéphanie emprunte la ligne Clermont-Ferrand-Paris depuis 10 ans. C'est la fameuse ligne où régulièrement les passagers vivent un enfer, et le font savoir sur les réseaux sociaux. Notre train est arrêté en gare de Gien suite à un problème technique. Avec des trajets interminables où le voyage peut durer plus de 12 heures. On n'en peut plus. Trajet catastrophique. Il faut même parfois dormir dans des trains. Une rame dortoir TGV sera mise en place en gare de Paris-Gare de Lyon. Je suis désolé de vous demander de faire un effort et de ne pas s'allonger sur les banquettes pour essayer que tout le monde ait une place pour ce soir. Il y a des enfants, il y a des familles. Il reste au moins une 50aine de personnes qui doivent s'asseoir dans le train. Avec son collectif de 2000 usagers en colère, Stéphanie milite pour une rénovation de fond en comble de la ligne. À commencer par les wagons. Alors là, c'est marrant, on voit la date de mise en circulation de cette rame, 1977. C'est écrit là. Ces wagons sont en service depuis 47 ans. Certains ne sont toujours pas équipés du Wi-Fi. Dans la rame, pas le moindre wagon-bar,
seul un vendeur déambule avec un chariot. Quant à la première classe, on est loin du service premium. C'est les appuis-tête en première. Et ça fait pas rêver. Ça te donne pas envie de s'asseoir? Non. Entre les wagons, il y a même de mystérieuses fuites d'eau. Je ne sais pas ce que c'est cette eau. Je suis pas sûre que ce soit de la pluie, hein. Parce qu'il ne pleut pas, là. Ah oui, c'est clair. Je sais pas ce que ça fait. Le train est hors d'âge. Et la ligne, ce n'est pas beaucoup mieux. Stéphane Murin, un cheminot, nous a emmenés sur le bord de la voie pour nous montrer ce qu'il faut changer. Le chantier est colossal. Les passages à niveau d'abord. Ils sont dangereux et la SNCF les remplace un peu partout en France, car ils obligent les conducteurs à ralentir à la moindre alerte de sécurité. Et sur cette ligne, il en reste 92, presque un tous les 5 kilomètres. Si vous avez un problème de dérangement dans le passage à niveau, forcément donc le mécano va devoir réduire considérablement sa vitesse, maximum 15 ou 30 km/h. Ah, forcément, c'est pas 150, hein, donc forcément à l'arrivée c'est du retard. L'un des autres chantiers, c'est l'installation de clôtures tout le long des voies. Et c'est loin d'être un détail quand on traverse des centaines de kilomètres de forêt. On n'est jamais à l'abri de croiser des sangliers et le choc peut vite arriver. La population de sangliers a explosé ces dernières années. Hein. Aujourd'hui, les sangliers, il y en a partout, il y en a même en ville. En pleine forêt, où ils sont dans leur habitat naturel, un sanglier, il a envie de traverser, il traverse. Hein. Vous avez une forêt, il n'y a rien qui protège. Voilà. Donc, potentiellement, il peut y avoir des soucis à cause du passage d'un sanglier. Si un sanglier qui passe, le sanglier est mal, effectivement, mais la motrice, elle risque d'avoir des dégâts aussi. Hein. Il y a les sangliers, mais aussi les chevreuils. Aujourd'hui, moins de 20% du parcours est équipé de grillages. Les gros animaux sauvages sont à l'origine de dizaines de retards sur le Clermont-Paris. Et pourtant, une ligne toute belle, toute neuve, les voyageurs comme Stéphanie y ont cru. On leur avait même promis de faire Clermont-Ferrand-Paris en 2 heures. Un jour, on nous a parlé TGV, donc tout le monde s'est mis à rêver TGV. On a retrouvé, par exemple, cette vidéo. Hop. C'était en 2005. Si le projet TGV aboutissait, Paris serait à 2 heures de la capitale auvergnate. On regardait donc le ministre Hortefeux, qui était ministre à l'époque, qui annonce un Clermont-Paris en 2 heures. C'est la première fois qu'une étude sera ainsi commandée à Réseau Ferré de France sur un tracé qui relie Paris à Clermont. Ça ne s'était jamais produit. À ce moment-là, on y croit. On y croit fermement. Et puis on a attendu jusqu'au moment où, en fait, à force d'études, on nous a dit bah non, on n'aurait pas de TGV. Et pendant ce temps, on ne traitait pas le fond du problème, on réinvestissait pas massivement sur cette ligne. Pour rattraper les retards d'investissement sur la ligne, la SNCF a promis de nouveaux trains super performants, flambant neufs, ultra design et allant jusqu'à 200 km/h. Les rames Oxygène. Mais elles ne seront pas livrées avant 2027. Et en attendant, on fait du neuf avec du vieux. Exceptionnellement, la SNCF a accepté de nous ouvrir les portes d'un de ses centres de maintenance, en banlieue parisienne, où sont réparées les locomotives du Paris-Clermont-Ferrand. C'est ici que Benjamin Millotte, le chef de l'atelier, maintient en vie les BB 26000, le modèle qui tracte tous les trains intercités, dont le Paris-Clermont. Donc là, on est dans une partie de l'atelier où on fait des opérations qui durent entre 2 jours et 5 jours sur les différentes locomotives. Par exemple, vous avez ici une locomotive intercité qui circule sur différents axes. Paris-Limoges-Toulouse, Paris-Clermont. Ces machines ont commencé à rouler en 1988. Elles affichent 36 ans de service. La particularité de cette locomotive-là, c'est qu'en termes de compteur kilométrique, elle est à 5 300 000 km parcourus depuis sa mise en service. Ça doit correspondre à peu près à 125 fois le tour de la Terre. Et quand il y a des problèmes, pas toujours simple de retrouver des pièces neuves. On fait comme dans la seconde main,
on reconditionne, comme avec ce châssis. C'est bon, descends. Il y a quelques semaines, le châssis qui est là, il était sur une autre locomotive et il nous arrive complètement révisé. Et ils ont contrôlé par magnétoscopie toutes les soudures pour vérifier que, vu que c'est l'organe qui tient la locomotive, qu'il n'y a aucun début de fissuration et ils le livrent comme s'il était neuf. Ne reste plus qu'à utiliser la pièce pour sauver une autre locomotive dont le châssis a lâché. Mais ces grosses réparations demandent souvent des mois de travail. Il y a 6 mois, la SNCF a dû se résoudre à supprimer un aller-retour quotidien entre Paris et Clermont, faute de matériel en état de marche. Pour Stéphanie Picard, c'en est trop. Elle a décidé d'exprimer sa colère jusqu'au plus haut niveau de l'État. Elle veut un face-à-face avec le ministre des Transports. C'était Clément Beaune à l'époque. Stéphanie est bien renseignée. Il devrait ce jour-là être à bord de ce train pour Clermont-Ferrand pour se rendre à une table ronde sur les transports. Elle a demandé un entretien avec le ministre pendant le voyage. On vient la chercher. Dans votre petit espace, écoutez... Donc, vos affaires, ça risque de durer jusqu'à... Je prends mes affaires, ok. Monsieur le ministre, bonjour. Oui, ça va très bien. Un grand merci. Bah non, avec plaisir. C'est une bataille de chiffres qui s'engage. Et en fait, on nous entretient comme ça dans une espèce d'illusion depuis longtemps. Alors là, c'est très tangible, hein, le remplacement du matériel. C'est très concret. Bon, il y a un petit zinzin pour moderniser la ligne. Je crois que c'est 300 millions, hein, c'est ça, hein, de mémoire. On ne fait pas grand-chose avec 300 millions. Sur le matériel et la rémunération. Voilà. D'accord. L'investissement total, c'est un meilleur. Donc ça, j'ai bien ça en tête. Mais on ne peut pas s'en satisfaire. Encore une fois, qu'on soit concret sur le court terme, mais honnête sur le long terme. Je pense qu'on fasse l'étude pour la suite, faire le menu des options qui est possible ou pas possible. Et cette ligne Paris-Clermont-Ferrand, elle est emblématique de ce qu'on a parfois mal fait. C'est-à-dire on a sous-investi dans des lignes corail, intercités, ces grandes lignes qui ne sont pas des lignes à grande vitesse. Le réseau a vieilli, les trains ont vieilli, et donc la qualité et parfois le temps de parcours, tout ça s'est dégradé. Le ministre reconnaît les problèmes de la ligne, mais il a des arguments à faire valoir. On met 4 milliards d'euros pour changer complètement et les rails et les trains sur Paris-Clermont-Ferrand, sur Paris-Limoges, sur Bordeaux-Marseille, on change tous les trains, d'ici 2027. C'est un investissement énorme qui était attendu parfois depuis 3 ou 4 décennies et qu'on est en train de faire. En réalité, sur les 4 milliards d'euros programmés pour moderniser les trains intercités, les 3/4 ont déjà été dépensés sans que les passagers ne s'en soient encore rendus compte. Merci beaucoup. Au revoir. Vous avez envie d'y croire? Oui, après, vous savez, ils ne peuvent pas faire de miracle non plus. Et ce que me disait quelqu'un de la SNCF l'autre jour, je lui disais, oui, bon, je comprends bien que vous ne pouvez pas faire de miracle. Et tout, il me disait, non mais madame, on fait un miracle chaque jour. En fait, voilà. Quand il faut investir dans le train, c'est à coup de centaines de millions qu'il faut compter. La SNCF doit en permanence faire des arbitrages, quitte à sacrifier des lignes qui engagent la survie de régions entières. Car avec ces liaisons abandonnées, ce ne sont pas que les usagers qui souffrent. Les territoires ruraux et enclavés sont eux aussi menacés. C'est l'histoire de Saint-Flour, dans le Cantal. La ville de 8000 habitants est desservie par la ligne Clermont-Béziers. Le problème, c'est que les trains, on les voit de moins en moins. Une station aux allures de gare fantôme. La plupart du temps, les voies sont vides. Pour les habitants, il n'y a qu'un seul arrêt par jour. C'est galère, en fait. On veut aller à Clermont-Ferrand rapidement, on fait comment? Ben, il n'y a pas de train, voilà. Bon, on fait comment? Vous vous rendez compte? Mais c'est terrible, on est isolés, c'est de la folie, c'est révoltant. En fait, on finit par prendre la voiture juste parce que les transports en commun, il n'y en a pas assez, quoi. Il n'y a pas la gare qui est ouverte, donc ici, il n'y a pas de train. C'est considéré comme ça. On est dans un monde rural où on se sent délaissé de tout. On est devant une espèce de no man's land. Quand le service public disparaît, c'est toute la petite ville qui reste à quai. Ici, tous subissent le manque de trains. Des commerces sont fermés, tout comme certains hôtels. Et l'enclavement guette aujourd'hui l'un des établissements phares de la ville. La maison familiale et rurale, un centre de formation au métier du cheval.
Santé. Artaban. Allez. Dans le monde du hippisme, c'est une référence en la matière. Ici, les élèves préparent un CAP, un bac pro ou même une formation post-bac. Regarde ce qui se passe dehors. Quoi dehors? Il fait beau. Chaque dimanche, quand Cécile Rodier, la directrice, fait le tour des box, elle retrouve toujours les mêmes étudiants qui ne sont pas rentrés dans leur famille pour le week-end. Le week-end s'est bien passé? Oui, très bien. Oui, t'es pas repartie? Non, je peux pas repartir, j'habite trop loin. D'accord. Comme Sarah, 19 ans, qui vit pourtant sur le trajet du Paris-Clermont au niveau du Loiret, mais qui n'a aucun train direct. C'est toujours compliqué pour venir? Oui, les trains c'est trop long. Je suis obligée de faire plusieurs arrêts avec trop de correspondance. Ça te fait combien d'heures de train? Je pars vers 10h et j'arrive ici vers 17h, 18h. Oui, tu passes ta journée dans les transports. Oui. D'accord. Avec les C'est arrêts. bien le problème, ouais. Je suis très en colère contre la SNCF parce que on a plein de jeunes qui n'ont pas de ligne de train pour venir et qui ne voient pas leurs parents pendant 1 mois ou 1 mois et demi. C'est très long pour certains. Ce jour-là, ces étudiants qui vivent dans la région rentrent d'un week-end passé chez eux. Ils ne sont pas arrivés à Saint-Flour en train, mais en bus depuis Clermont-Ferrand à 100 km. Bonsoir, ça va? Bon, en tout cas, c'est bien, vous êtes tous arrivés à Saint-Flour pour une fois. Youpi! Cette fois, il n'y a pas eu de problème. Mais tous semblent déjà lassés de cette ligne. On a des messages le matin pour nous dire que notre train est annulé, qu'il n'y a pas d'autre train. Donc on est obligé de s'arranger pour trouver des gens qui remontent en voiture et nous poser à Clermont. Il y a des fois où le train tombe en panne, où il y a un problème sur la ligne. On attend 1 heure, 2 heures. C'est chiant quoi, de toujours trouver une solution parce qu'il n'y a jamais rien qui va. Allez! La directrice est un peu découragée quand elle regarde ces vieilles fiches horaires de la ligne Paris-Béziers. Elles datent de l'année 1991. À l'époque, Saint-Flour était desservi 12 fois dans la journée. Il y a 30 ans, on avait des trains qui arrivaient le matin à 6h, à 7h, à 8h30, à 9h. Ça était bien desservi. Ça permettait à tout le monde d'accéder à Saint-Flour. Aujourd'hui, s'il y en avait autant, peut-être que j'aurais plus d'élèves qui viendraient à la maison familiale. Certains étudiants ont renoncé à prendre le train. Ils sont amenés en voiture, comme Stella, qui habite à Alès, à 200 km. Est-ce que Stella, elle est au point avec son rapport? Oui, c'est bon, j'ai envoyé aussi mon PowerPoint à Laurent. C'est bien, on a avancé. On a progressé. Hein. Stella n'a pas le permis, alors c'est sa grand-mère qui la conduit. Faire 6 heures de route à travers les Cévennes tous les week-ends est une épreuve pour Véronique. Non, mais c'est bien. Ça vous fait rentrer à quelle heure chez vous, là? Vers 23h. Disons que c'est fatigant, quoi, pour moi. Mais bon, s'il y avait eu un train, on aurait pris le train. Après 5 ans à subir des voyages éprouvants, Véronique a demandé du changement aux parents de Stella. En septembre, elle va prendre une école. Oui, plus près, oui. Il y aura moins de trajet. Voilà. Effectivement. Même si, bon, on aurait bien pris Stella un peu plus. Et je pense que c'est aussi un choix par rapport au trajet. Voilà, puis ce sera plus court. Oui. Il y aurait eu des moyens de transport plus faciles. Elle serait certainement peut-être restée ici à la maison familiale. Concrètement, vous perdez une élève quand même là. Je perds une élève, j'en perds pas qu'une. Parce qu'il y en a au moins 3 ou 4 qui vont s'en aller et ne pas rester chez nous. Dans 10 ou 20 ans, il n'y a pas de garantie qu'on soit encore là. Des fois, on se dit, et demain, qu'est-ce qu'il adviendra de la maison familiale? C'est tout un système économique qui est mis en péril. Mais Cécile n'est pas prête de voir plus de trains passer à Saint-Flour. Le déficit d'investissement sur la ligne est criant. Nous allons le constater 15 km plus au sud. Ici, la voie ferrée traverse un point de passage crucial. Un trésor de notre patrimoine en danger. Le viaduc de Garabit fut longtemps l'un des plus hauts du monde. Il a été construit en 1880 par Gustave Eiffel. Pour Patricia Roche, spécialiste en histoire de l'architecture, il faut à tout prix sauvegarder ce joyau centenaire.
on se rende compte des dimensions extraordinaires de ce colosse. Là où passent les rails, le tablier, c'est 120 mètres au-dessus de la gorge de la Truyère qui était infranchissable à l'époque. Ce viaduc était l'ouvrage d'art dont Gustave Eiffel était le plus fier. Mais le viaduc de Garabi est un colosse au pied d'argile. Candidat au patrimoine mondial de l'UNESCO, sa survie dépend des investissements de la SNCF et de l'État. On voit sur les poutrelles des parties entières de peinture qui ont disparu et qui laissent le fer à blanc. La peinture, c'est pas de l'esthétique, hein. La peinture recouvre le fer et elle permet de le protéger de la corrosion. Donc quand la rouille s'est installée, c'est dramatique et c'est fini, la structure est condamnée. Repeindre le viaduc, cela pourrait sembler simple. Mais face à un tel ouvrage, la facture devient stratosphérique. Surtout si un deuxième problème s'ajoute. Jusqu'à présent, on nous avait dit à peu près 20 millions d'euros pour la peinture, mais apparemment les piles en granit ont aussi besoin d'être confortées. Et donc le chantier est estimé aujourd'hui à 40 millions d'euros. Je pense qu'il y a urgence. Cet ouvrage d'art est un des maillons essentiels de la ligne Paris-Béziers. Et si demain le viaduc ne peut plus être circulé, la ligne est arrêtée. Une liaison aujourd'hui en sursis. Ce qui la sauve pour l'instant, c'est la présence, 30 km plus loin, le long de la voie, d'un acteur économique majeur de notre pays. L'usine ArcelorMittal. Elle fait vivre 200 salariés et fabrique des batteries électriques avec des technologies de pointe. Chaque jour, 2 trains de fret viennent approvisionner l'usine en bobines d'acier. La privée de son train, ce serait la condamner. Au nom de l'emploi, l'État a versé 40 millions d'euros pour faire les travaux indispensables au maintien du trafic. Mais tous les territoires n'ont pas la chance d'avoir chez eux un site comme Arcelor. Ils doivent alors se battre avec d'autres armes. En France, il existe une région où certains n'hésitent plus à employer des méthodes illégales pour sauver leur territoire. Nous sommes au Percy, petit village de l'Isère dans les Alpes. Une zone reculée, perdue au milieu des montagnes. Ce jour-là, Madame la maire, Sabine Campredon, munie de son écharpe tricolore, se prépare à commettre une infraction. Elle a rendez-vous à la gare de Grenoble avec d'autres élus de la région. Bonjour. Ça va? Ensemble, ils organisent un train de la colère. Leur objectif, alerter sur les nombreux dysfonctionnements que connaît leur ligne SNCF. Les gens qui travaillent, qui le prennent tous les jours, c'est une catastrophe. Je ne sais pas si on aura, parce qu'il n'y a même pas d'information quand un train est supprimé. C'est un petit bonheur la chance. On le voit aussi en mairie, quoi. De plus en plus, on nous pose la question, mais comment ça se fait? C'est pas normal, qu'est-ce qui se passe? La ligne reliant Grenoble à Gap est celle qui cristallise les mécontentements. Longue de 103 km, elle souffre de retard en cascade et les suppressions de trains s'accumulent, pour des motifs jugés futiles par le collectif. Fuite de gazelle, amortisseur en vrac, infiltration d'eau dans la cabine, panne d'essuie-glace. Je dis bien la panne d'essuie-glace. Monsieur le Président, vous ne serez pas en train de me foutre de votre gueule? Les usagers ont listé les retards et suppressions de ces 3 derniers mois. Une longue litanie de galères quotidiennes pour Colline. Voilà, vous avez la liste. Le 24 novembre, le train de 18h09, il y a eu une seule rame, donc il était bondé. Le train d'avant et le train d'après de 19h28 étaient supprimés. En termes de conditions de travail personnel, fatigue, c'est impossible à gérer. Comme tous ceux qui embarquent dans ce train de la colère, Sabine n'achète pas de billets valides. Mais symboliquement, elle verse son montant au collectif de défense de la ligne. Je ne prends pas un billet valable, c'est vraiment pour que les choses changent. Donc voilà, un acte de désobéissance civile, c'est ça. C'est un peu une petite provocation quand même. On préfère cotiser auprès de ce collectif plutôt que le donner à la SNCF qui n'arrive même pas à acheter des essuie-glaces.
Bien. Le train de la colère est annoncé, départ imminent. Les élus embarquent pour un trajet d'1 heure à destination de Clel. On a besoin de ce train, on a besoin qu'il y ait plus de créneaux horaires, une amplitude horaire beaucoup plus grande que ce que c'est aujourd'hui. Les gens prendront le train si effectivement c'est compétitif et que c'est moins cher, et si ça fonctionne. Parce que là, actuellement, on dégrade tellement le service que les gens ne le prennent plus, puis après on dit, bah vous voyez, ils y vont pas, donc on arrête, quoi. Donc on est vraiment dans cette logique-là. La SNCF accusée d'organiser la mort du service public. Sabine rentrera chez elle sans payer d'amende. Mais elle sait que son combat pour sauver son train ne fait que commencer. En 15 ans, l'État a demandé à la SNCF de fermer 1200 km de ses petites lignes.